Pour aborder ce qui suit dans les meilleures conditions, il est conseillé d'avoir regardé le tutoriel précédent, la vidéo du Symposium STIC 2021 sur le pare-feu HDMI, et d'avoir pris connaissance de l'article du numéro 127 du magazine MISC. Et cela pour en savoir un peu plus sur ce qui se trame, au sens propre comme au sens figuré, sur une liaison HDMI. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'une liaison HDMI est capable de véhiculer de nombreux signaux et protocoles. En ce qui concerne l'image et le son, les signaux TMDS, constitués de 4 paires différentielles, 3 pour les couleurs et 1 pour l'horloge, représentent à eux seuls 12 des 19 fils du câble. La vulnérabilité de ces signaux est très faible, donc les pare-feux qui seront réalisés les laisseront passer directement. En revanche, la quasi-totalité des autres signaux, bus, protocoles, interfaces, etc., sont potentiellement dangereux. C'est le cas en particulier des données véhiculées par les bus I2C et CEC, qui sont des bus bidirectionnels, échangeant des informations avec des mémoires internes à l'appareil connecté. Des vulnérabilités ont officiellement été répertoriées sur ces types d'échanges. Globalement, l'objectif de cette série de tutoriels est de filtrer certains signaux et protocoles, mais au préalable, il est tout de même bon d'avoir quelques notions les concernant, afin d'être à même de vérifier, une fois les pare-feux en service, qu'ils jouent bien leur rôle en supprimant effectivement les signaux en question. Nous allons donc nous intéresser plus spécifiquement au bus CEC et à l'EDID qui est véhiculé par le bus I2C. Le fonctionnement des pare-feux qui seront fabriqués ultérieurement va en bonne partie reposer sur la récupération de l'EDID de l'appareil connecté. Il s'agit de données stockées dans une mémoire morte de l'appareil, moniteur, vidéoprojecteur, téléviseur. Ces données contiennent ces caractéristiques et sont récupérées systématiquement par l'ordinateur lors de la connexion par l'intermédiaire du câble HDMI. Ainsi, si depuis un ordinateur sous Windows, je connecte un écran de PC, puis un téléviseur, dans les deux cas, l'ordinateur a détecté la connexion d'un appareil et est venu lire immédiatement les DID de cet appareil pour adapter le format d'affichage aux caractéristiques de l'écran. L'une des failles repose sur le fait que ces mémoires contenant les DID ne sont pas forcément parfaitement protégées en écriture. Les pare-feux vont donc récupérer les DID de l'appareil à protéger, le stocker dans une mémoire protégée interne à la structure, et ensuite ces pare-feux répondront systématiquement à la place de l'appareil lors des connexions ultérieures à un ordinateur. Comme expliqué par M. Ricordel, sous Windows, c'est un peu plus compliqué car l'interface I2C de la carte vidéo n'est pas exposée par les API Windows. Il faut bricoler un câble USB vers I2C relié à un demi-cordon HDMI pour pouvoir programmer le filtre, avec un cordon développé sur mesure. Les PC Windows ne sont pas adaptés pour récupérer facilement cet EDID et en faire une copie. C'est donc vers une machine fonctionnant sous Linux qu'il faut se tourner. Dans la première version réalisée par l'ANSI, une librairie spécifique va permettre de lire le contenu de la mémoire, puis ces données seront transférées dans l'EDEPROM câblé sur la carte, qui ensuite sera protégée en écriture. Ensuite, toutes les demandes de lecture de l'EDID se feront non plus directement sur l'écran, mais sur le pare-feu. Dans la seconde version, le fonctionnement du pare-feu repose sur un microcontrôleur. La première connexion de l'écran se fera après avoir configuré un switch spécifique sur la carte, afin que le microcontrôleur lise les DID et le stocke dans sa mémoire morte interne. Un basculement du switch verrouillera la capture. Et ensuite, comme dans l'autre solution, seul le pare-feu répondra aux demandes des DID. Comme déjà mentionné, un PC Linux sera nécessaire au moins pour la première version de l'ANSI. Mais si on veut faire la manipulation à peu de frais, on peut très bien utiliser un Raspberry Pi. C'est ce nano-ordinateur qui servira de support pour illustrer les différents tutoriels. J'ai pour ma part utilisé un Raspberry Pi 3 pour mes premiers essais, et renouvelé l'expérience avec un Raspberry Pi 4, et dans les deux cas, ça n'a pas posé de problème, même si quelques petites différences sont à prendre en compte. Et on verra dans le tutoriel suivant que l'on peut tout à fait programmer le microcontrôleur STM8 de la seconde version du pare-feu depuis un Raspberry Pi. Je précise bien que c'est un Raspberry Pi qui va être utilisé pour effectuer des essais, des mesures et la mise en service des pare-feux, mais ensuite ces pare-feux seront utilisables sur n'importe quel PC et système d'exploitation.
Passons en revue le matériel auquel j'ai eu recours pour illustrer ce tutoriel. Un écran, un téléviseur qui permettra de faire des essais sur le bus HDMI CEC et un vidéoprojecteur. Un Raspberry Pi 3 ou 4, la seule différence notable, en tout cas pour ce qui nous intéresse, c'est le fait que le Pi 4 dispose de 2 connecteurs micro HDMI. Nous y reviendrons. Il faut également une petite carte pour capturer les signaux sur la liaison HDMI. On peut s'en procurer sur Internet en recherchant les mots-clés mini connecteur carte HDMI ou HDMI Breakout Board Connector. On la trouve essentiellement en version mâle-femelle. Au niveau connectique de liaison, il faut se procurer les connecteurs, les câbles et adaptateurs de format en fonction du matériel dont on dispose. Mais bien sûr, il n'est pas nécessaire de se procurer tout cet assortiment. Les câbles que l'on trouve le plus facilement dans le commerce sont au format standard et de type mâle-mâle. Donc pour accorder un Raspberry Pi 3 à un écran, ça se fait directement. Mais si on utilise un Raspberry Pi 4 qui dispose de sorties micro HDMI, il faut prévoir une adaptation. Et elle ne manque pas. Si on intercale le breakout pour effectuer les mesures, ça peut se faire directement sur le Pi 3, mais le repérage et l'accès aux signaux ne sont pas pratiques. Donc il est bon d'avoir quelques adaptateurs, ou un câble intermédiaire, ou d'utiliser la carte qui sera conçue ultérieurement. Bref, tout cela pour dire qu'il faut anticiper l'achat de la connectique nécessaire, mais quelle que soit la solution retenue, on trouve tout cela facilement et à des prix très abordables. Il faut également un analyseur logique capable de capturer et d'interpréter les trames I2C et HDMI CEC. En voici 3, qui font partie de ceux que l'on croise fréquemment dans les labos d'électronique. Il en existe certainement d'autres qui le font très bien également, mais dont je ne dispose pas. Lors des captures, ces analyseurs seront raccordés à un PC dont l'environnement importe peu. Les logiciels gratuits de ces analyseurs peuvent fonctionner sous Windows, Linux et Mac. En fin de vidéo, j'aborderai, plus précisément je survolerai, ce qu'il est possible de faire avec d'autres outils. Par défaut, je vais faire les démos avec une carte Raspberry Pi 3. Mais ponctuellement, si ça présente de l'intérêt, je ferai la manipulation sur la version 4 pour illustrer d'éventuelles petites différences. On peut commencer par vérifier la version du Raspberry Pi. L'OS a été tout juste installé sur la SD card. On peut vérifier sa version. Dans le menu de configuration, il faut valider SSH, VNC et I2C. VNC sera utile lorsqu'on va débrancher l'écran ou le mettre en veille à partir d'une commande CEC. Afin de continuer à avoir accès au bureau du Raspberry Pi pour entrer des commandes sur le terminal depuis un PC extérieur. Donc, il est bon d'ores et déjà de récupérer l'adresse IP de la carte. Ensuite, on peut mettre à jour les paquets. Là, c'est déjà fait. Pour info, j'ai aussi ajouté un traitement de texte avec coloration syntaxique, j'édite, mais ce n'est pas indispensable. Voici la commande qui permet de connaître les bus I2C disponibles sur la carte Raspberry Pi 3. Le numéro 1 est le bus I2C traditionnel du GPIO. Le numéro 2 est celui du bus HDMI. On peut maintenant lancer la commande I2C Detect sur ce bus. Le Raspberry Pi étant connecté à l'écran Dell, on voit que plusieurs circuits I2C internes à l'écran sont détectés. Si on effectue le même test sur le téléviseur, 2 adresses répondent présent. Et sur le vidéoprojecteur, ce sont à nouveau les 2 mêmes circuits qui sont détectés.
Les adresses sur le bus I2C peuvent être exprimées sur 7 ou 8 bits, selon que l'on intègre ou non le bit RW bar de lecture-écriture. Il faut savoir que la commande I2C detect renvoie un tableau de valeurs hexadécimales d'adresses exprimées sur 7 bits. Pour l'adresse 5.0, si on prend en compte le bit de lecture-écriture, on obtient l'adresse A0 pour l'écriture dans le circuit et A1 pour la lecture de son contenu. Ce qui correspond à l'une des paires d'adresses mentionnées lors de la conférence concernant la communication avec les DID. Ce qui est également confirmé sur ce schéma structurel d'un téléviseur. Donc les trois essais successifs ont mis en évidence à chaque fois la présence sur le bus I2C de la mémoire contenant les DID de l'appareil. Si on travaille sur Raspberry Pi 4, la situation est un peu différente dans la mesure où la carte dispose de deux interfaces HDMI repérées 0 et 1 sur le PCB. Voici ce que nous renvoie la commande indiquant les bus I2C disponibles. On se doute que les deux connecteurs se trouvent aux adresses 2.0 et 2.1. Cependant, si on fait un I2C detect traditionnel, sur l'un comme sur l'autre, voici ce que l'on obtient. Ce qui laisse perplexe. Après quelques recherches, dans ce cas précis, il est conseillé d'accompagner la commande d'un -R pour retrouver ces marques. L'écran Dell est détecté sur le connecteur HDMI 0. Maintenant que l'on sait que la mémoire de l'EDID est présente, l'objectif est de récupérer son contenu. On pourrait bien sûr brancher un analyseur logique et effectuer une capture lors de la connexion avec l'écran, mais il est plus pratique d'utiliser le petit logiciel EDID RW qui est proposé sur GitHub. Une fois l'installation terminée, il faut bien sûr adapter la commande de lecture et de décodage de l'EDID au connecteur HDMI utilisé. Là, on est repassé sur une version Pi 3. Voilà ce que l'on obtient. Le contenu mémoire E2PROM en tant que tel, c'est cette matrice de code hexadécimaux. Et son décodage en informations plus compréhensibles est affiché dans la foulée par le logiciel. On peut modifier la syntaxe de lecture pour que le contenu de la mémoire soit stocké dans un fichier .bin qui servira à programmer la mémoire E2PROM du pare-feu dans sa version NC. On peut également sauvegarder l'intégralité dans une version .txt qui sera utilisable ultérieurement pour analyser son contenu. On peut ensuite vérifier que le fichier .bin contient bien 256 octets ou bytes. On renouvellera l'opération pour les différents appareils que l'on souhaite protéger. Avant de se pencher sur l'analyse du contenu de la mémoire, on peut vérifier qu'il est possible de visualiser ce contenu avec un analyseur logique. Pour cela, on va connecter l'analyseur sur les broches 15 et 16 du connecteur. Sélectionner l'interpréteur de bus I2C. Configurer le déclenchement sur le front descendant de la donnée, donc SDA, avec une fréquence d'échantillonnage d'une dizaine de fois supérieure à celle du signal d'horloge, donc de l'ordre de 1 MHz. Puis sur le Raspberry Pi, lancer la commande de lecture d'EDID. Si on fait un zoom, on voit les échanges de données qui s'effectuent avec l'adresse 5.0. Mais il est plus pratique de passer dans un mode qui permet de voir les successions d'écriture-lecture. En fait, le logiciel vient écrire dans l'E2PROM l'adresse à laquelle il veut lire une donnée. Et il lit toutes les adresses successivement.
À l'adresse 0, il lit 0. À l'adresse 1, il lit FF. À l'adresse 2, il lit FF, et ainsi de suite. Et si on passe dans un autre mode d'affichage, on voit que dans ce tableau, une case sur 2 correspond à l'adresse interrogée, et la valeur suivante indique le contenu lu. Autrement dit, le contenu est 00, FF, 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 et ça correspond bien au contenu visualisé précédemment dans le terminal et stocké dans le fichier .txt. Avec ici une succession d'octets en ASCII, à raison d'un caractère sur 2, on peut reconstituer la chaîne de caractères DEL SE2216H. Il est possible d'effectuer des captures et interprétations, pas tout à fait identiques mais similaires, en adaptant les paramètres sur les deux autres analyseurs. Maintenant que nous avons vu deux méthodes pour récupérer les DID, nous allons nous intéresser à la façon dont sont codées les informations dans ce fichier d'octet. Le principe en est exposé sur la page Wikipédia de l'EDID en langue anglaise. Et on peut dire que c'est plutôt bien détaillé. Donc on ne va pas tout décoder, mais voir quelques-unes des techniques de codage des informations. La trame débute par 20 octets d'entête, dont les 8 premiers sont toujours les mêmes, quel que soit l'appareil. Les 2 octets qui suivent sont à prendre comme un mot de 16 bits, contenant 3 caractères codés chacun sur 5 bits. Dans notre cas, l'association 10AC donne cela. Les valeurs décimales obtenues correspondent au positionnement des caractères dans l'alphabet. Le D est la 4e lettre, le E la 5e et le L la 12e. Ce qui dans cet exemple donne DEL, et correspond bien sûr à l'entreprise Dell. Les 2 octets suivants constituent également un mot de 16 bits, mais qu'il faut associer en Little Endian, c'est-à-dire en intervertissant leur position pour obtenir le numéro du modèle chez le fabricant. Little Endian également pour le numéro de série obtenu avec 4 octets. Les 2 octets suivants sont à traiter séparément, mais constituent la semaine et l'année de fabrication à partir de 1990. Puis, les 2 octets suivants donnent la version de l'EDID. Les octets 21 et 22 donnent la largeur et la hauteur de l'écran, en centimètres, ce qui donne une diagonale d'environ 55 cm, et donc d'à peu près 22 pouces. Si on va un peu plus loin dans le tableau et que l'on traduit les octets 35, 36 et 37 en binaire, on est à même de retrouver tous les bitmaps compatibles avec l'écran et la fréquence associée. Et encore un peu plus loin, on retrouve les codes ASCII de la marque et de la référence de l'écran. Sans oublier le checksum, ou somme de contrôle, sur 8 bits, qui sert à vérifier la bonne transmission des données lors du transfert du fichier. On peut retrouver toutes ces informations dans l'EDID décodé par la librairie EDID-RW. Ce qui serait intéressant, ce serait de travailler en aveugle, sans la version décodée, et retrouver par exemple la marque, le modèle et la date de fabrication de l'appareil qui se cache derrière ce tableau de valeurs, qui est téléchargeable dans le descriptif de la vidéo. 2 remarques pour clore cette partie sur l'EDID. À noter que j'ai testé la récupération de l'EDID sur un appareil non alimenté, dans la mesure où le câble HDMI achemine un 5 volts d'alimentation qui peut être récupéré par l'appareil raccordé.
Ça fonctionnait pour l'écran d'ordinateur et le vidéoprojecteur, mais pas avec le téléviseur. Et d'autre part, actuellement il faut être dans le dossier EDIT-RW pour lancer une lecture. Si on souhaite le faire depuis un autre dossier, ça ne fonctionne pas. Pour y parvenir, il faut ajouter un chemin dans le fichier .profile, en passant par exemple par le logiciel Nano. Puis on actualise la lecture de ce fichier, ou on redémarre le Raspberry Pi. Maintenant, l'application peut être lancée depuis l'extérieur du dossier d'installation. Passons au protocole CEC qui permet de télécommander les téléviseurs compatibles avec ce protocole. Si on travaille sur Raspberry Pi, il existe une librairie adaptée qui s'appelle CEC Client. Et un site en français qui illustre son utilisation. L'installation de la librairie se fait en une ligne de commande et quelques secondes de téléchargement. Voici une illustration de ce que l'on peut faire depuis un PC connecté sur la carte par VNC. On scanne le périphérique connecté par la liaison HDMI. Dans cet exemple, c'est un téléviseur Philips. On liste les commandes possibles. Ces commandes peuvent permettre de lister des appareils disponibles sur le bus, de monter le volume sonore, de le baisser ou de le couper, entre autres. Parmi elles, on peut en lancer une assez explicite qui met le téléviseur en stand-by. Là, on voit tout l'intérêt d'utiliser un système de contrôle distant, comme VNC Viewer. Puis on sort le téléviseur du mode stand-by. Si on effectue cette même commande de mise en stand-by, en ayant connecté un analyseur logique sur la broche CEC, on peut récupérer ce type de trame. L'analyse des échanges sur une trame CEC est plus complexe que celle d'un bus I2C. Mais en consultant les spécifications du protocole, on peut tout de même voir qu'une commande de mise en stand-by correspond au code opératoire, aussi appelé opcode, ayant pour valeur hexadécimale 3.6. Et c'est bien cette valeur que l'on retrouve pour clôturer la trame qui met l'écran en veille. Les deux autres types d'analyseurs proposent une interprétation de ce bus avec leur propre interface graphique. Bien sûr, on peut souhaiter tester d'autres fonctionnalités offertes par ce bus et trouver d'autres analyseurs qui vont plus loin dans l'interprétation des trames, ou des appareils dédiés spécifiquement à la capture et l'analyse des bus et protocoles d'une liaison HDMI. Mais à des prix qui n'ont certainement rien à voir. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les flux de données transmis, nous pourrons plus facilement vérifier leur suppression effective ou non lors des essais des pare-feu.